Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ouvre un dossier qui nous plonge au cœur des tensions politiques actuelles en Côte d'Ivoire. On a là des éléments clés d'une conférence de presse. Elle a été donnée par une organisation qui s'appelle le Mouvement Diaspora Jeunesse de la Côte d'Ivoire. Mhm. Et ces documents, ils expriment une inquiétude, on peut dire palpable, concernant la trajectoire politique du pays, surtout à l'approche de l'élection présidentielle, celle qui est prévue pour octobre 2025. Oui, c'est ça. Le point de crispation, visiblement, c'est la proclamation récente de la liste définitive des candidatures. Notre objectif, là, maintenant, c'est de décrypter un peu la position de ce mouvement. Quels sont leurs arguments? D'où viennent leurs craintes? Et qu'est-ce qu'ils proposent, au fond, face à ce qu'ils décrivent, eux, comme une menace sérieuse pour la démocratie ivoirienne? Bon, alors, allons-y, regardons ça de plus près. Dès les premières lignes, on sent le ton, hein. Il est très direct, incisif, pas de détour, quoi. Le mouvement Diaspora Jeunesse, il pose un diagnostic sans appel. La démocratie en Côte d'Ivoire est en danger. Ah oui, quand même. Oui. Et cette affirmation, elle est forte, hein. Ce n'est pas juste une accroche. C'est vraiment la base de toute leur argumentation, de leurs revendications. Clairement, ils ne cherchent pas la nuance à ce stade. Ils veulent alerter, fortement. C'est une entrée en matière qui interpelle, en effet. Et si on creuse un peu, qu'est-ce qui motive cette alarme? Au cœur de leurs préoccupations, on trouve une critique assez acerbe du processus électoral. Ils le qualifient de vicié. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Absolument. Alors, la critique, elle vise principalement la décision du Conseil constitutionnel. D'après les documents qu'on a, le mouvement accuse cette institution d'avoir, je cite, « écarté arbitrairement des candidatures majeures ». Arbitrairement. Oui, et il faut comprendre l'importance de ce conseil en Côte d'Ivoire. C'est lui qui valide ou invalide les candidatures à la présidentielle. Donc, une décision de rejet, forcément, ça a des conséquences politiques énormes. Donc cette accusation d'arbitraire, elle est extrêmement grave. Ça sous-entend que le Conseil n'aurait pas été impartial, qu'il n'aurait pas appliqué la loi correctement. C'est exactement ça que ça insinue. Le mouvement, il y voit une manœuvre délibérée pour verrouiller le jeu politique, ce sont leurs termes. Verrouiller au profit d'un camp. Bon, ils ne le nomment pas toujours explicitement à ce stade, mais on devine que c'est celui du pouvoir. D'accord. Et l'impact perçu, d'après eux, il est direct. Les citoyens seraient privés de leur droit à un choix libre, diversifié, ce qui ça fausse d'emblée la compétition électorale. C'est une remise en cause profonde de la crédibilité de tout le processus. Et cette critique du processus, elle mène, si je comprends bien, à une contestation très ciblée, celle de la candidature d'Alassane Ouattara, le président sortant, pour un 4e mandat. Exactement. C'est un point central, peut-être même le point névralgique de leur contestation. Pour ce mouvement, cette candidature est purement et simplement anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnel. Oui, Il l'interprète comme une violation flagrante du principe de l'alternance démocratique, qu'il voit comme un pilier essentiel de la République. et ce qui est intéressant ici, c'est que cette question de la limitation des mandats, ce n'est pas juste une querelle juridique, quoi. Non, c'est plus profond. Voilà, c'est élevé au rang de principe fondamental, une sorte de ligne rouge. Et la franchir, ce serait une trahison des idéaux démocratiques. On sent bien que pour eux, ce n'est pas seulement une question de légalité, c'est aussi la légitimité, le respect des règles du jeu, même non écrites. Tout à fait. Et pour appuyer ça, pour souligner l'urgence, le mouvement rappelle l'histoire récente. L'histoire, souvent douloureuse, de la Côte d'Ivoire. Ils font un parallèle très explicite entre la situation actuelle et plusieurs crises passées, crises qu'ils présentent comme des conséquences directes de manquements aux règles démocratiques. Et quels sont ces précédents historiques qu'ils mettent en avant, ces rappels? Alors, ils égrènent plusieurs dates marquantes. D'abord, 1999, le premier coup d'État militaire du pays. Ensuite, 2002, la tentative de coup d'État, puis la guerre civile, la division pendant une décennie. Oui, des périodes très sombres. Très sombre. Puis la crise post-électorale de 2010-2011, sans doute la plus meurtrière. Plus de 3000 morts, des centaines de milliers de déplacés, après la contestation des résultats. Et enfin, plus près de nous, les violences de 2020. Justement autour de la question controversée du 3e mandat du président Ouattara. Cette énumération, oui, ça fait froid dans le dos, mais quel lien précis ils font entre ces événements passés et la situation d'aujourd'hui? C'est juste une mise en garde générale ou... Ah non, c'est bien plus qu'une mise en garde.
Leur discours établit un lien de cause à effet très direct, presque mécanique, je dirais. Ils affirment que chaque manipulation électorale, chaque contournement des règles par le passé, ça a invariablement conduit au chaos, à la mort et à la destruction. Carrément. Oui, c'est une lecture très déterministe de l'histoire récente. Et ils l'utilisent pour dramatiser l'enjeu actuel. Le message, il est clair. Attention, on a déjà vécu ça, et voilà où ça mène. C'est une rhétorique puissante, c'est sûr. Ça joue sur la mémoire collective, des traumatismes. Alors, en s'appuyant sur cette grille de lecture historique, quels sont les signaux d'alerte spécifiques qu'ils voient pour 2025 ? Ils en listent plusieurs. Et pour eux, c'est un cocktail particulièrement dangereux. Premièrement, lié à ce qu'on disait. L'existence d'une candidature présidentielle, celle du sortant, qu'ils jugent illégitime et anticonstitutionnelle. D'accord, ça c'est le point de départ. Oui. Deuxièmement, l'exclusion de figures politiques majeures du processus, ce qui renforce leur idée d'un jeu verrouillé. Bon, ils ne détaillent pas forcément toutes les figures dans les extraits qu'on a, mais l'accusation porte sur le principe même de cette exclusion qu'ils jugent sélective. Donc, une candidature contestée, des exclusions jugées arbitraires, quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres points ? Troisièmement, ils pointent du doigt un fichier électoral contesté. Ça, c'est un point récurrent et souvent sensible dans beaucoup d'élections en Afrique. Un fichier dont la fiabilité est mise en doute, ça sape la confiance dans tout le scrutin, forcément. Bien sûr. Et enfin, quatrièmement, ils redisent leur critique des institutions. Celles qui organisent et supervisent les élections, le Conseil constitutionnel est mentionné explicitement, ils les perçoivent comme partisanes, inféodées au pouvoir et pas comme des arbitres neutres. D'accord. Si on rassemble tout ça, candidature controversée, exclusion, fichier électoral douteux, institutions jugées partiales, on comprend mieux pourquoi ils tirent la sonnette d'alarme. Exactement. Et si on replace ça dans une perspective plus large, la conjonction de tous ces facteurs, pour le mouvement, ça crée une situation extrêmement volatile. Ils y voient, ni plus ni moins, les ingrédients d'une répétition des cycles de violence que le pays a connus. L'argument sous-jacent, c'est que les mêmes causes, ou en tout cas des causes perçues comme similaires, risquent fort de produire les mêmes effets dévastateurs. Ils parlent de conséquences potentiellement incalculables. Ça traduit une très grande anxiété pour la stabilité du pays. C'est une mise en garde très, très directe contre une dérive qu'ils jugent dangereuse. Face à ce tableau très sombre, est-ce que le mouvement Diaspora Jeunesse se contente de dénoncer ou est-ce qu'il propose des solutions ? Quelles sont leurs exigences concrètes ? Non, ils ne se limitent pas à la critique, effectivement. Ils formulent une série de demandes précises, des demandes qui visent, selon eux, à désamorcer la crise qu'ils anticipent. La première exigence, et elle est de taille, la mise en place d'un gouvernement de transition neutre. Ah oui, carrément. Un gouvernement de transition. Oui. L'idée, ce serait de confier l'organisation des élections à une équipe indépendante des forces politiques en lice, pour garantir l'équité. C'est une demande forte, ça impliquerait une refonte importante de l'architecture institutionnelle actuelle, même si c'est temporaire. Une transition neutre, c'est radical comme demande. Quels sont les autres ? Alors, il demande ensuite une révision indépendante du fichier électoral, justement pour répondre aux contestations et essayer de restaurer la confiance. Puis, ils exigent le respect strict de la Constitution, avec un accent particulier évidemment sur la limitation des mandats présidentiels. Ce qui revient à demander implicitement le retrait de la candidature du président sortant, en fait. C'est ça. Et au-delà de ces aspects très techniques, institutionnels, Oui. ils appellent aussi à l'ouverture d'un dialogue national inclusif. Ça suggère qu'ils pensent que la sortie de crise ne peut se trouver que par la concertation entre toutes les composantes de la société, partis politiques, société civile, autorités religieuses traditionnelles. D'accord, le dialogue. Et il y a autre chose ? Oui. Une dernière demande cruciale. La protection des libertés publiques. Liberté d'expression, de réunion, de manifestation. C'est présenté comme une condition indispensable pour garantir une campagne électorale équitable, certes, mais aussi et surtout pacifique, pour que les désaccords puissent s'exprimer sans violence. Ces exigences, elles dessinent un peu le processus électoral idéal, tel que le voit ce mouvement. Mais bon, formuler des exigences, c'est une chose. Comment ils comptent peser pour qu'elles soient prises en compte ? C'est là qu'intervient leur double appel à la mobilisation. D'une part, un appel interne. Il s'adresse très largement à la jeunesse, à la société civile, aux partis d'opposition, mais aussi aux leaders religieux, traditionnels et à la diaspora ivoirienne,
d'où le mouvement est issu. Mhm. L'objectif affiché, c'est de susciter une action citoyenne pacifique mais ferme. Ils insistent sur le côté non violent, mais aussi sur la détermination nécessaire pour faire pression. Une mobilisation citoyenne large et pacifique. Et le deuxième volet de cet appel, il y en a un deuxième, hein. Oui, le deuxième volet, c'est un appel externe, dirigé vers la communauté internationale. Le mouvement interpelle directement plusieurs organisations, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Organisation régionale ouest-africaine, l'Union européenne et les Nations unies. D'accord. Et qu'est-ce qu'il leur demande en substance? Le message est très clair, hein. Ne pas cautionner ce que le mouvement qualifie de mascarade électorale en préparation. En gros, il leur demande d'user de leur influence pour prévenir une crise. Ça soulève une question intéressante, ça, sur le rôle attendu de ces acteurs internationaux. Est-ce que les documents précisent le type d'intervention qu'ils espèrent? Et puis, est-ce que c'est réaliste de compter sur une pression externe efficace dans le contexte ivoirien actuel? Les extraits qu'on a ne détaillent pas les actions attendues précisément. Mais l'appel suggère une attente de vigilance, peut-être de médiation préventive, voire de déclarations publiques fermes qui condamneraient les manquements perçus aux normes démocratiques. D'accord. Quant au réalisme, l'histoire récente montre que l'influence de la communauté internationale en Côte d'Ivoire, elle a été variable. Elle a joué un rôle important dans la résolution de la crise de 2010-2011, c'est vrai, mais son poids dépend beaucoup du contexte géopolitique, de l'unité de ses membres et de la volonté des acteurs nationaux surtout. Le mouvement mise clairement sur cette carte. Ils espèrent que la crainte d'une nouvelle déstabilisation incite ces organisations à agir. Mais c'est un pari, hein. L'issue est incertaine. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu la posture globale du mouvement Diaspora Jeunesse, telle qu'elle ressort de ces documents, c'est quoi le message principal? On peut dire que c'est un cri d'alarme. Très articulé, fondé sur une lecture critique du processus électoral et une interprétation de l'histoire récente, c'est aussi un appel pressant à la responsabilité collective, adressé à la fois aux Ivoiriens et à la communauté internationale pour éviter une nouvelle crise. Leur position, elle est bien résumée dans leur slogan, qui est très explicite. Non à l'injustice, non à la confiscation du pouvoir et oui à une véritable alternance démocratique. Et ils ajoutent cette phrase assez poignante: la Côte d'Ivoire a déjà trop souffert. Qu'est-ce que tout ça nous dit au fond, au-delà de la position de ce mouvement spécifique? Ça traduit une anxiété profonde et qui semble largement partagée au sein d'une partie de la population, de la diaspora, une anxiété quant à l'avenir immédiat du pays. Mais ça exprime aussi une volonté, peut-être un espoir de rompre enfin avec ce cycle de crise politico-électorale qui a marqué l'histoire récente, une aspiration à la normalisation démocratique, à la stabilité, quoi. Et pour conclure, est-ce qu'il y a un dernier élément frappant dans leur communication? Une pensée qui nous reste, qui nous interpelle? Oui, la toute fin de leur manifeste est assez significative, je trouve. Ils invoquent le jugement de l'histoire et des générations futures. Ils affirment que ces générations futures évalueront le courage et la détermination des acteurs d'aujourd'hui à défendre la démocratie, la justice et la paix. C'est une manière de mettre la pression, en quelque sorte. Exactement. Et cette projection vers l'avenir, combinée à leurs avertissements basés sur les tragédies passées, ça laisse en suspens une question fondamentale. Une question qui émerge directement de leur propre diagnostic, de leurs craintes. Laquelle? Au-delà des appels à la mobilisation, des exigences, des mises en garde, quelles actions concrètes, quelles garanties réelles, quels mécanismes de confiance peuvent être mis en œuvre, effectivement, pour assurer que le processus électoral de 2025 soit apaisé, crédible, inclusif et accepté par tous. Comment éviter concrètement cette nouvelle tragédie qu'ils redoutent tant? Voilà. C'est l'interrogation cruciale. Et bien sûr, elle dépasse ce seul mouvement. Elle interpelle l'ensemble des acteurs politiques, sociaux en Côte d'Ivoire, et aussi ceux qui observent la situation de l'extérieur. C'est une question ouverte, et la réponse déterminera sans doute l'avenir proche du pays.